Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait 2 semaines que j'ai pas retourné de vidéo là. En termes de rythme de travail, c'était vraiment hardcore. Là, jusqu'à aujourd'hui, j'avais mon avant-projet pour mon travail de diplôme à rendre. Donc, ça a été le gros focus jusqu'à maintenant. J'avais beaucoup de rendez-vous, beaucoup de deadlines. Ces 2 dernières semaines, du coup, pas trop le temps de tourner une vidéo. Donc j'ai beaucoup de choses à vous raconter, car effectivement, bon, déjà la vidéo précédente, mais je comptais vous en parler dans une vidéo plus à proprement parler. Mais comme vous savez, j'ai changé de coach il y a maintenant un mois. Et je vais un peu vous en parler plus en détail, qu'est-ce qui a changé, la raison, etc. Ce soir, durant la séance push, on va un peu discuter durant cette séance. Parce que j'ai tout ça à vous raconter, je peux vous expliquer aussi mon nouveau split. On va parler aussi de Sam Sulek qui a gagné sa carte pro hier et qui a fait un peu parler sur les réseaux. Pas forcément très positif. On verra ce soir. Est-ce qu'il la mérite ou pas? Et puis voilà. Donc là, j'ai mangé mon pré-training d'ailleurs de ma nouvelle commande que j'ai reçue ce matin. 100 g de crème de riz Life Pro, goût Pro KO. Donc cacao Nesquik. Et 40 g de whey iso Yogenix de goût Kit Kat avec 20 g de beurre d'amande que je vais tout de suite ajouter. Et un petit peu de cannelle pour terminer. Je vais manger ça et on se retrouve directement à la salle pour la séance push. Deuxième séance push de la semaine. Bon, c'est parti. On s'échauffe un peu. Chaque début de séance, je m'échauffe tous les muscles qui vont travailler sur la séance. Donc là aujourd'hui, séance push, on va échauffer les épaules, les pecs et les triceps. Avec des séries de 20, 25, pas d'échec, juste pour tout réveiller et éviter de se blesser. Et la seule chose que je fais encore pour mes pecs, c'est de venir mimer des écartés en exagérant le mouvement des omoplates. Parce que pour pouvoir raccourcir votre muscle, vous aurez besoin de pouvoir bouger les omoplates. Là, je les ramène juste en position neutre et j'accentue l'adduction de l'humérus. Donc le fait de rentrer le biceps dans mon pec, j'exagère un peu le mouvement. 5-6 répétitions. Premier exo, de l'écarter à la poulie. Je vais faire juste une série de chauffe, histoire de prendre mes marques. Pas d'échec, déjà que la série de travail. Ok, première série, c'est parti.
Ouh. Plus de reps sans problème. Et j'ai les pecs pleins. C'est pas parce que vous êtes sur des exercices d'isolation, d'activation, qu'il faut pas vous défoncer. Le nombre de fois que je vois des gens qui font des exercices d'isolation, d'activation et qui n'y mettent pas la même intensité que sur leur développé couché, que sur leur rowing bar ou n'importe quel rowing. Mais en fait, entraînez-vous dur, peu importe l'exercice, rapprochez-vous de l'échec le plus possible, peu importe l'exercice. Bien évidemment qu'il y aura certains exos où vous allez avoir besoin peut-être d'une rep en réserve, du style un squat à la barre. Vous n'allez pas aller à l'échec total sur un squat à la barre, c'est insensé. Mais sur des exercices comme ça, pourquoi ralentir l'intensité? Ça n'a aucun sens et ça va clairement freiner votre progression. Développer la machine hammer, enfin développer décliner, deuxième et dernier exopec. Donc là j'ai un nombre de séries de 4 séries pec sur cet entraînement et de 6 séries sur le deuxième, enfin qui est le premier initialement. Donc 10 séries au total, ce qui me suffit amplement pour progresser. Et on va faire 3 séries de chauffe, une montée en gamme, donc 2 à 3 séries de chauffe avant d'attaquer ma première série de travail, histoire de sensibiliser à la charge. Et vos séries de chauffe doivent être du même tempo que vos séries de travail. Autrement, ce n'est pas des séries de chauffe. Et pareil ici, excentrique contrôlé, une pause en bas, une pause en haut pour maîtriser les changements de direction et ne pas bâcler le mouvement. 10 à 15 reps. Et les gars, sur les machines, s'il y a une ceinture, elle n'est pas là pour faire joli, donc on met la ceinture, qui est surtout sur la déclinée, parce que quand on a tendance à mettre lourd, plus lourd surtout que ce qu'on est capable de faire, on a tendance à remonter sur le siège ou à surélever les épaules, et ça va complètement désengager vos pecs, et du coup, vous n'allez pas progresser. Donc, mettre la ceinture, ça vous permet de rester ancré dans le siège, et de mettre une charge qui vous convient, et ne pas surcharger la machine. Donc, la ceinture, on la met, et on la serre. C'est tout simple, hein. Ok, pour cette charge, la dernière fois j'ai fait mon premier set à 11 reps. Là je vais en tenter 12. Pourquoi j'augmente en répétition et pas en charge? Tout simplement parce que les machines hammer, elles sont très dures en contraction et on a tendance à se prendre très rapidement un mur d'une répétition à l'autre.
Encore une fois, une question de bras de levier, vous verrez dans la partie 3 sur les machines Prime. Mais en gros, plus, vous voyez là, on a la charge, on a l'axe de rotation ici, puis plus on pousse, plus la charge va s'éloigner de l'axe de rotation et du coup, la charge va devenir beaucoup plus lourde. C'est une question de mécanique. Et c'est pour ça que, forcément, si on fait un rep range plus bas, le changement d'une rep à l'autre est beaucoup plus violent que si on a un rep range plus haut. Donc c'est pour ça que sur ce genre d'exercice, sur ce genre de machine, j'ai plus tendance à augmenter en répétition, aller chercher ma rep range haute et ensuite augmenter la charge pour retomber dans ma rep range basse, plutôt que d'augmenter la charge au fur et à mesure et faire tout le temps le même nombre de reps. Ça me permet de beaucoup mieux quantifier mes progrès et d'avoir une meilleure proximité à l'échec et donc, pour faire simple, de progresser plus facilement. Et c'est pour ça aussi que les machines Hammer, ne les programmez jamais en toute fin de séance, parce que plus vous accumulerez de la fatigue, plus ce sera difficile à contracter, à venir chercher la contraction. Et du fait de ce que j'ai dit avant, par rapport au fait que les machines Hammer sont très dures en contraction, et bien si vous placez un développé couché ou un développé décliné comme ici en fin de séance pec, et ben ça va venir être très dur. Ça va être très dur de venir chercher l'échec et vous allez vous prendre un mur très rapide. C'est pour ça, placez-le plutôt en premier mouvement de presse. Ensuite, passez plutôt sur une Smith ou des haltères qui viendront, dans ce cas-là, chercher plus la phase d'étirement. Et ça correspondra bien mieux à la courbe de force de vos pectoraux. Ok. Voilà ce que je disais avec le fait de se prendre un mur sur les machines Hammer. Hop. Ok. Hop. Salope. Je suis cooked. Il me faut pas une série de plus. Du coup, 2 séries 10 à 15 à la déclinée. Maintenant, on passe aux élévations latérales. Donc, on a élévation latérale aux haltères et unilate à la poulie. Et ensuite, on finira avec les mollets. Bon, les gars, avant de passer aux élévations latérales, je pense que vous avez vu ce week-end, non hier, pas ce week-end, hier on était jeudi, je sais même plus quel jour on est. Vous avez vu du coup hier, je pense Sam Sulek a eu sa carte pro, il a fait l'Arnold Classic amateur, il a gagné sa carte pro, sa deuxième compétition de toute sa vie. Okay, donc il a fait le régional, qu'il a gagné l'overall, qu'il a qualifié pour aller en qualifier, où il a aussi gagné l'overall et du coup, respectivement la carte pro. Et ça fait beaucoup de débat, il en a pris plein la gueule sur les réseaux, enfin il prend toujours plein la gueule depuis hier, parce que soi-disant qu'il ne la méritait pas, qu'il n'avait pas le niveau, etc. etc. Qu'il n'était pas classique. Ok, donc moi ça m'énerve un peu ça,
Surtout que il faut savoir que tous ceux qui se permettent de juger, le 99%, n'étaient pas à la compétition. Ok. Et par défaut, ont vu du coup la compétition en streaming. Il faut savoir que le streaming, comme la plupart des streamings aux US, sont d'une qualité misérable. Ok. Et quand je dis misérable, c'est vraiment du pixelisé. Ils se permettent de juger la condition via un streaming. Donc déjà ça, d'une part, je trouve ridicule. Et avant de juger quelqu'un comme ça, tout ça parce que soi-disant il a gagné sa carte pro parce qu'il a 6 millions d'abonnés sur Insta, etc. C'est le deuxième bodybuilder le plus populaire au monde, après Silon. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Okay. Première chose, le gars il a 23 ans, c'est sa première saison, okay, sa deuxième compétition de toute sa vie, il se prépare seul. Okay. Alors peut-être qu'il a des aides à côté, ça j'en doute pas, mais sur le principe il se prépare seul. Il a 6 millions d'abonnés, c'est un des gars dans le monde du fitness, je pense, au moins dans le top 5 des plus connus, des plus influents. Donc il y a quand même une certaine pression sur lui. Okay. Il se prépare seul, il a 23 ans, sa deuxième compétition de sa vie. Déjà, en prenant en compte tout ça, c'est déjà incroyable avec la condition qu'il a amenée. Parce que moi, je trouve honnêtement, pour avoir vu les vidéos de Gilco Productions, qui est, je pense, un des meilleurs caméramans dans le monde du fitness, qui est sur les lieux des compétitions, qui sont de qualité assez incroyable, je trouve, et avec des vidéos des gars qui étaient sur place, comparativement aux autres sur scène, il avait quand même une très bonne condition. Certes, il n'était pas autant dur que le deuxième, comment il s'appelle, William, je sais plus comment, je crois. Alors, il n'avait pas autant de dureté que lui, forcément, c'est sa première compétition, sa première sèche poussée. Tu ne peux pas arriver à une dureté pareille, enfin, c'est très rare d'arriver à une dureté pareille pour une première compétition, pour une deuxième compétition de toute sa vie. Ok, donc compte tenu de tout ça, compte tenu du contexte, moi je trouve que sa carte pro est méritée. Surtout que, bien entendu, qu'il n'a pas la structure la plus classique, ça j'en conçois, mais encore une fois, c'est une question de package global. Ce n'est pas le bodybuilding, peu importe les catégories, ce n'est pas qu'un seul critère. Ça englobe un package. La masse musculaire, la sèche, donc la condition, le posing, le charisme, etc. La prestance scénique, le package global inclut plusieurs critères et bien sûr forcément chaque juge ont un peu, on va dire, leurs critères de préférence. Certains vont plutôt privilégier la masse musculaire, d'autres la condition. Okay, ça peut dépendre des juges. Ça c'est un peu, et en même temps c'est le bodybuilding. Okay, c'est un sport où nos performances, on est jugé en gros sur notre look, notre esthétique. Donc c'est des critères qui restent très subjectifs. Okay, il faut bien prendre en compte ça. Et en fait, ce jour-là, il est simplement tombé sur très certainement le juge qui a plutôt privilégié la masse musculaire. C'était le plus musculaire des trois à l'overall, ça on ne peut pas nier. Okay, certes, il n'avait peut-être pas la condition, il a une très bonne condition, mais pas égale aux autres, ou du moins mieux. Mais peut-être qu'il avait... Alors, le posing, ça, on va pas rechigner là-dessus. C'est clair que le posing a encore à travailler, mais avec le stress, je peux comprendre. Moi qui ai fait une compétition, ma première compétition il y a 2 ans en arrière, c'est quand même assez stressant à se trouver dans l'espace, à bouger dans l'espace sur scène et à maîtriser toutes les poses, ok. Ça, il faut aussi penser. Et du coup, ça a fait que tout ça, compte tenu de toutes ces choses, finalement, c'est lui qui a gagné. Et puis du coup il en a pris plein la gueule parce que soi-disant il n'était pas conditionné, machin, etc. Alors que les gens se permettent de juger alors que la plupart n'ont jamais rien fait. Ils ne sont pas capables de faire ce qu'il a fait. Et je trouve ça très dommage. Et les gars, si vous faites du bodybuilding, vous le faites pour gagner, mais il faut vous préparer à perdre. Vous allez bien plus souvent, pour la grande majorité des athlètes, on va plus souvent perdre que gagner. Et il faut se préparer à perdre. Okay, il faut accepter la défaite. Alors, là, je parle pas des athlètes, moi je parle plutôt, on va dire, des fans. C'est la même chose finalement. Les gars, vous faites du bodybuilding, vous êtes là pour perdre et la décision revient aux juges. C'est les juges qui auront le dernier mot et vous ne pourrez pas remettre en question ce que les juges ont décidé. Donc, vous avez beau le critiquer, vous avez beau dire ce que vous voulez sur lui, au final, il a gagné, il le mérite, tout autant que n'importe qui avait l'overall, tout autant que n'importe qui des deux autres. Et ma foi, il était là au bon moment,
il a fait ce qu'il fallait au bon moment, au bon endroit, et ben ça fait qu'il a gagné, tout simplement. 6 millions de followers ou pas, c'est égal. Ok. Un gars que je ne connais pas personnellement, mais que je connais par les réseaux, a gagné l'overall en Open, un Suisse, et il avait même pas 1000 abonnés. Il a gagné l'overall à la Ben Weather l'année passée, en Open, préparé par Nicolas Villou, et il avait même pas 1000 abonnés. Donc, je ne pense pas, alors peut-être aux États-Unis c'est différent, mais je ne pense pas que le fait qu'il ait 6 millions d'abonnés a vraiment pu trancher en sa faveur sur scène. Il a simplement amené le package qu'il fallait, quand il fallait, et puis ça fait qu'il a gagné. Donc, vous avez beau dire ce que vous voulez, au final, lui a sa carte pro, il est content, et puis vous êtes en train de lui cracher dessus, alors que lui, il s'en bat les couilles. Série d'élévation latérale aux haltères, 20 à 25 reps. Oui, 20 à 25 reps, il n'y a aucun problème à ça. Au moment où en fait vous poussez votre proximité à l'échec au maximum, c'est ce qui compte, ok. Peu importe que ce soit plus que 20 ou pas. Et d'ailleurs, si vous avez des problèmes à développer votre delto latéral, je vous conseille de jouer avec les tranches de reps plus hautes, 20, 25, 30, pourquoi pas, ok. Même si la science dit que, même si les science-based disent que ça ne sert à rien, c'est faux. Parce que, honnêtement, depuis que je fais ça, bizarrement, j'ai progressé, et bizarrement, tous ceux qui font ça, ils progressent. Donc, la science, c'est bien beau, mais sur le terrain, c'est bien souvent l'inverse.
Ok, donc là on a terminé du coup les élévations latérales à la poulie. Ok, donc pour les épaules, on a travaillé les élévations latérales aux haltères qui sont venus challenger les épaules dans leur position raccourcie, donc à la phase de contraction. Et ensuite, on a directement jump sur des élévations latérales à la poulie qui sont venus challenger les épaules dans leur position étirée, puisqu'on a réglé le câble au niveau de la hanche, enfin entre le genou et la hanche. Du coup, il y avait un maximum de tension à l'étirement. Ça fait qu'on a eu un exercice qui est venu challenger la position raccourcie, un exercice qui est venu challenger la position étirée. Donc, ça veut dire qu'on a travaillé notre deltoïde latéral dans son amplitude complète et efficacement. Et c'est comme ça que vous devriez sélectionner vos exercices pour tous vos muscles, avoir au minimum un exercice qui travaille le muscle dans la position d'étirement et à l'inverse, en complément plutôt, un exercice qui va travailler votre muscle dans sa position raccourcie pour justement respecter ce principe de complémentarité. C'est comme ça qu'on travaille un muscle efficacement et vous verrez que ça mettra un gros kick dans votre progression. Donc maintenant on en a terminé avec le deltoïde latéral, on va switch sur l'arrière d'épaule avec un peu de pec deck pour finir 4 séries 20 à 25 répétitions, pareil. Ok, travailler un peu sur le ressenti. Et ensuite on terminera avec les mollets et on bouclera cette séance push qui a duré un peu plus longtemps que prévu puisque j'ai dû le filmer, etc. En principe, ça me dure 1 heure et quart et c'est bâclé. Donc on va faire ça et ensuite on débriefera la séance et je conclurai avec quelques mots. Bon les gars, du coup, j'ai mangé mes céréales, je pense que ça va être plus compréhensible. Entraînement terminé. Donc je voulais parler du coup de mon changement de coach parce que j'en ai pas vraiment en fait parlé plus en détail. Ça a été assez, on va dire, rapide et spontané. Alors comme vous le savez maintenant, ça fait 4 semaines que je suis en coaching avec Antonin. Donc Antonin Dité, hein, pour ceux qui connaissent sur Insta, qui est pour moi clairement l'un des meilleurs préparateurs français, qui sera certainement bientôt le meilleur. Euh, qui est pour moi, en tout cas, qui a un des plus gros potentiels en ce qui est d'être le meilleur préparateur français. Antonin que je suis depuis longtemps sur Insta, depuis déjà avant le Covid, qui m'inspire beaucoup, avec qui je partage beaucoup de valeurs et de choses, de notions, de principes autour du bodybuilding en soi, que ce soit en termes de nutrition, d'entraînement, surtout d'entraînement. Et puis il faut savoir que je suis en mentoring avec lui et Théo, KP Coaching sur Insta. Je suis en mentoring avec eux pour tout ce qui est développement de mon coaching,
mentoring sur l'entraînement avec Antonin, avec qui je suis en ce moment. Je me fais former tous les dimanches par lui via des consultations de groupe, avec qui je dois vous avouer en 5 semaines j'ai appris plus sur l'entraînement, tout ce qui est méthodologie, etc., que en 3 ans de formation, très sincèrement. Parce qu'avec lui c'est du concret, c'est de l'optimisation, et c'est ça que j'aime chez lui et qui retranscrit dans son coaching, c'est optimiser à 100% pour des résultats rapides. C'est pas de blabla, c'est du concret. J'ai posé mon objectif, c'est de monter l'année prochaine sur scène et de me rapprocher le plus possible d'une compétitivité pour, voilà, potentiellement un jour peut-être passer chez les pros. Ok, c'est un objectif à long terme, non pas pour la première saison, mais du moins c'est de se rapprocher le plus possible la première saison. Il l'a clairement compris et il a mis tout en œuvre pour que je puisse y arriver. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Je me sens écouté et vraiment là on est dans l'optimisation pure, même si c'est de 0,0001%, on prend quand même parce que c'est ça qui nous poussera encore plus vers là où je veux aller. Et est-ce que ça s'est mal passé avec mon ancien coach, avec Christian? Non, pas du tout. C'est juste que voilà, comme vous le savez, je sortais d'une phase compliquée l'année passée et j'avais besoin d'un suivi, mais où il y a beaucoup moins de prise de tête. C'était vraiment, on me file un plan, on me file des macros avec plus de flexibilité, et ça me permet tout autant de progresser sans trop, on va dire, optimiser la chose, sans trop me stresser par rapport à ça. Chose que j'avais besoin dans mon contexte actuel et qui me convenait parfaitement. Aucun problème avec Christian. Mais sauf que là, je suis rétabli et j'ai envie de mettre les bouchées doubles. Et du fait aussi que je suis en mentoring avec Antonin, ça a été un peu la suite logique que je saute en coaching avec lui pour vraiment créer cette synergie et pouvoir tout optimiser à 100%, que ce soit pour mon business, que ce soit pour ma progression en tant qu'athlète. Ça crée justement cette synergie et c'est pour ça que j'ai décidé de partir avec Antonin. On s'est quitté avec Christian en très bon terme, on discute encore de temps en temps sur un stage. J'étais totalement transparent avec lui, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et voilà, maintenant j'ai besoin vraiment d'optimiser les choses à 100% parce que j'ai des gros objectifs, que ce soit en tant que coach, en tant qu'athlète. J'ai mis la barre haute pour l'année prochaine et déjà pour cette année. Et voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui veut y aller dans la même direction que moi. Et Antonin, c'est tout simplement la meilleure personne pour ça. Et depuis que je suis en coaching avec lui, je pense que vous l'avez vu, hein, j'ai explosé littéralement. Et bien sûr, pour d'autres circonstances aussi à prendre en compte. Ok, mais voilà, on a ajusté ça aussi, ces variables en conséquence, pour aller vers mon objectif. Donc, je suis passé de 200 par semaine à 460 par semaine, avec 2 variables. Ok, donc voilà, on a mis les bouchées doubles. Et sur mon physique, ça se voit. Là, j'ai été faire les prises de sang aujourd'hui pour checker quels sont les effets de la deuxième variable sur mes prises de sang, pour ensuite ajuster si nécessaire pour la suite de ce premier bloc de masse qui durera plus ou moins jusqu'au mois de mai. On a prévu en 12 et 16 semaines. Comme je l'ai dit au début, focus pec épaule au début. Le reste va progresser quand même, mais vraiment un gros focus sur pec et épaule qui sont mon point faible pour le moment, pour ensuite avoir un physique plus harmonieux et à viser pour la suite. On ne connaît pas encore le prochain bloc de travail, mais je pense on a pensé faire plus ou moins 3 masses, ce qui reste raisonnable, avant de partir en prépa d'ici le milieu, on va dire printemps 2026, parce que j'ai le régional au mois d'août, et ensuite les pro qualifiers qui vont s'enchaîner sur la fin de l'année, donc on verra. Mais de toute façon, on n'est pas encore à l'heure de parler de la prépa, parce qu'avant il y a de la viande à faire. J'ai ma limite de poids qui est plus ou moins à 97 voire 98 kg, je sais plus trop exactement. Là je suis à 90 kg assez bien, on va dire. Donc il y a, je pense, un bon 20 kg à poser d'ici l'année prochaine. Donc il va falloir faire tout ce qu'il faut en conséquence. Et puis voilà. Donc voilà un peu globalement qu'est-ce que les raisons pour lesquelles j'ai changé de coach. Ok, c'est un peu logique. Et dans tous les cas, on a prévu une FAQ avec Antonin d'ici la fin mars. Ok, tout sujet confondu, donc vous pourrez poser toutes vos questions. On fera un visio avec Antonin et il y répondra, ok, que ce soit la stratégie, quelle est la stratégie qui a été mise en place dès le début pour ma part, que ce soit au niveau de l'entraînement, du split, la timeline, la nutrition, vraiment tout ce que vous
tout ce que vous voulez demander, allez-y, il y répondra, ok, sur une trentaine de minutes. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. De toute façon, je mettrai une box en story. N'hésitez pas à me les poser en message privé ou sous la vidéo, comme ça je les note et puis je les poserai à Antonin lorsqu'on fera le visio et puis il y répondra, enfin on y répondra ensemble et puis comme ça fera du contenu très sympa pour vous, assez exclusif, ok. Et puis ça permettra de répondre à certaines questions et pour ma part je pense que j'aurai des questions pour Antonin aussi, donc j'en profiterai de lui poser à ce moment-là. Voilà, donc il est 9h30, je dois encore aller faire mon cardio, remanger et demain j'ai coaching ici, coaching en salle avec une cliente. Donc je vais vous laisser ici pour les demandes de coaching, que ce soit en ligne, en salle, pour connaître mes formules, à savoir que je me suis lancé aussi dans le coaching en salle à l'usine ici, à Avanches. Donc pour toutes les demandes de coaching en salle, n'hésitez pas à m'écrire en message privé. J'ai des formules différentes. J'ai des formules séance individuelle, séance duo, séance hebdomadaire, un nombre de séances hebdomadaires avec suivi en ligne, ok, à un certain tarif. Je vous laisse me contacter en message privé pour qu'on en discute, voir ce qui vous conviendrait le mieux. Je vous donnerai mes tarifs et ensuite je prendrai toutes les infos nécessaires pour vous faire tout ce qu'il faut pour démarrer dans le cas où on a trouvé un arrangement. Ok. Donc moi je vous laisse ici, je vais rentrer, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et moi je vous dis une très bonne soirée et nous on se revoit prochaine vidéo.